Monopole, bonjour. Bonjour. Vous êtes un magistrat de carrière, vous avez exercé parmi les plus hautes fonctions de la magistrature, vous avez notamment présidé la chambre criminelle de la Cour de cassation pendant 8 ans, mais c'est à un autre titre aujourd'hui que je vous convie pour cet entretien, celui de juge français à la Cour pénale internationale, puisque vous avez été le premier juge français à la Cour pénale internationale. Le deuxième. Le deuxième, pardon, juge français à la Cour pénale internationale. Et à ce titre, vous avez une expérience tout à fait unique. Vous avez publié sur le site Le Droit de la Fontaine un texte que vous aviez prononcé en 2015 devant les premiers présidents et procureurs généraux, un juge français à la Cour pénale internationale, une contribution à la réflexion, à la réflexion sur la fonction de juger. Et je vous propose donc de poser un certain nombre de questions à partir de la lecture de ce texte pour approfondir un petit peu ce qu'a été cette fonction de juger pour vous à la Cour pénale internationale. D'accord. Vous dites dans ce texte qu'il peut ne pas être inutile de chercher à comprendre qui sont les personnes que l'on vous demande de juger, qui sont les victimes, qui sont les témoins. Question que vous résumez comme constituant le contexte, avec quels moyens, par quel type de moyens, de procédures, des moyens matériels, des moyens humains. Pouvez-vous identifier de manière adéquate donc qui sont les personnes que vous jugez, qui sont les acteurs d'une affaire dans laquelle vous allez devoir rendre un jugement. Vous avez dit que vous aviez notamment recouru à un spécialiste des sciences sociales. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que c'est assez peu courant pour un juge de dire cela de manière très explicite. Alors, que vous a-t-il apporté qui puisse, à ce moment-là, vous renseigner, pensez-vous, utilement sur les personnes et sur l'affaire en cause? Est-ce que vous pensez que la compréhension du même coup qui en découle des mécanismes qui sont à l'œuvre, aussi bien historiques, géographiques, religieux, anthropologiques au sens général du terme, conduit à, parce que c'est une question qu'on peut se poser, à adoucir le jugement ou simplement si elle infléchit d'une certaine manière et de quelle manière peut-être le jugement. En bref, selon vous, pourquoi le juge anglo-saxon, comme vous le soulignez, n'éprouve pas ce besoin de partir à la découverte et de s'imprégner des faits de la cause? Et en vous lisant, j'ai eu un peu le sentiment que vous véhiculiez une conception que je dirais presque militante de votre fonction de juge, que j'aimerais bien que vous puissiez un petit peu détailler maintenant. Alors, c'est un bouquet de questions qui vont conduire à des réponses différentes, qui se situeront à des niveaux différents. Je vais être sans doute un petit peu long. Mais d'abord, la connaissance des acteurs. Cela renvoie aux difficultés que rencontre le procureur pour conduire ses enquêtes. Nous sommes dans un système quand même largement imprégné de culture juridique anglo-saxonne, et le procureur enquête à charge et à décharge. Jusqu'à présent, il a enquêté dans des pays où il était difficile d'enquêter, étant entendu au surplus qu'il ne dispose pas de force de police et qu'il est totalement dépendant soit de ses propres moyens, soit de la coopération que l'on veut bien lui apporter sur place. À l'heure actuelle, la plupart des affaires qui ont été traduites, la plupart des affaires dont a été saisie la Cour pénale internationale, reposent sur des preuves testimoniales. Il y a peu de preuves écrites parce que ce sont précisément des régions où l'insécurité est telle que l'on n'a pas constitué de preuves écrites. On est très loin de Nuremberg et de la méthode bureaucratique du national-socialisme. Donc peu de preuves écrites, ou alors des rapports d'ONG ou des rapports des Nations Unies, que le procureur, au début, a eu tendance à très lourdement verser dans les procédures, ce qui lui a été reproché. Il est nécessaire de disposer de ce type de rapport, d'autant plus que très souvent, les enquêteurs des Nations Unies ou des ONG arrivent sur place beaucoup plus rapidement que les enquêteurs du procureur.
une distance pour les enquêtes du procureur qui fait perdre à la fois de la mémoire et qui fait perdre en termes de possibilités de constatation très concrètes. Mais les ONG et les Nations Unies ont des méthodes d'enquête qui sont très loin de celles que l'on est en droit d'attendre dans des procédures judiciaires pouvant éventuellement conduire à des condamnations et à des prononcés de sanctions très lourdes. De la même manière, le procureur, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup alimenté les dossiers avec des constatations médico-légales qui sont pourtant tout à fait nécessaires, ne serait-ce que pour déterminer le nombre de victimes, le nombre de tués, le nombre de blessés, mais ce sont là encore souvent des faits commis à un moment X, et c'est ce moment X dont est saisie la Cour, alors que des faits de même nature avaient été commis quelques jours avant et d'autres ont été commis quelques jours plus tard. Le procureur, difficulté là encore pour trouver les acteurs, a eu souvent recours à des intermédiaires qui, en quelque sorte, lui présentaient les personnes qui pourraient être d'éventuels témoins, avec tous les risques que cela pouvait présenter. L'effet d'aubaine pour certains témoins, la difficulté aussi pour certains témoins qui courent des risques en acceptant de témoigner et qui doivent faire l'objet de protection. Donc la recherche des témoins, là nous nous situons dans l'enquête, j'allais dire, classique, elle s'avère pour l'instant assez difficile. Maintenant, l'aspect contextuel, c'est un autre niveau. Alors, il est vrai que, arrivant à la Cour, en juin 2008, appelé à présider une chambre de jugement qui devait connaître de faits s'étant commis dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, dans la région des Grands Lacs, j'avoue que j'ignorais tout de ce qu'était le contexte, au sens le plus général du terme, de cette région, ou alors ma culture était extrêmement éparpillée, journalistique, pas du tout livresque. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas prétendre, avec mes assesseurs, qui n'avaient peut-être pas exprimé le même besoin que moi. En termes de collégialité, il a fallu convaincre de la nécessité d'avoir cette ouverture complémentaire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juger correctement sans cela. D'où l'idée, les chambres de la Cour ne disposant pas d'analystes, à la différence du procureur, d'où l'idée de faire appel de manière presque artisanale, avec un contrat négocié dans des conditions tout à fait régulières, mais enfin inhabituelles pour la Cour, de faire venir un spécialiste de sciences sociales qui m'apportait des techniques dont je ne disposais pas et qui ne connaissait pas la République démocratique du Congo, mais à qui j'ai demandé de présenter devant la Chambre le résultat de ces lectures avec le regard que peut avoir quelqu'un qui est à la fois spécialiste de sciences sociales, docteur en sciences politiques et ayant un DEA de sociologie, donc couvrant les champs qui ne sont pas les miens. Moi, c'est le champ juridique, lui, il avait les autres champs. Il a en même temps été invité à assister à toutes les audiences, de manière à pouvoir les suivre de A à Z et de manière à pouvoir faire un peu des rapprochements entre les différents témoins. Et c'est grâce à cette approche qui a vraisemblablement pour des véritables spécialistes de sciences sociales, dont je ne suis pas, elle doit apparaître comme étant extrêmement minime, en tout cas, elle m'a paru suffisante pour découvrir des éléments d'appréciation qui ne figuraient pas dans la démarche procédurale du procureur, démarche anglo-saxonne, interrogatoire principal contre-interrogatoire, et qui ne figuraient pas non plus dans la démarche des équipes de défense ou des représentants légaux des victimes. Je prends un exemple, notamment la conception de la famille très élargie en Afrique, la spiritualité et le rôle de la spiritualité dans la vie quotidienne de gens vivant dans des conditions extrêmement précaires ou alors extrêmement simples, dans une province très éloignée de Kinshasa. La République démocratique du Congo est un pays qui, je crois, est grand comme 4 fois la France. Et en même temps, oui, donc c'est donc tout cet ensemble. Et puis le rôle que peuvent avoir les féticheurs dans la vie quotidienne et dans les grands instants de la vie des personnes que j'avais à juger.
Et pour un juge, il n'est pas tout à fait indifférent de s'interroger sur la question de savoir si l'accusé qu'il a devant lui obéit à un moment X, d'abord aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ou aux ordres du féticheur de la localité dans laquelle il habite. Donc voilà ce qu'a été, de manière très rapide, l'économie de cette recherche contextuelle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un travail qui n'appartient pas aux juges. Je pense, et je l'ai dit, car le bureau du procureur, comme on le dit là-bas, a eu l'heureuse idée de me demander de revenir plus d'1 an, 15 mois après la fin de notre affaire commune, pour procéder à une sorte de débriefing commun sur la manière dont ils avaient enquêté, sur la manière dont ils s'étaient comportés à l'audience, finalement sur la manière dont s'était déroulée cette affaire. Alors il y avait certainement place pour un débriefing de mes propres prestations, mais là il me demandait de leur dire, de la manière la plus claire, comment est-ce que les choses se sont passées. Et vraiment, je me suis senti autorisé à leur dire, c'est à vous d'abord, au stade de votre enquête, d'élargir vos recherches strictement juridiques et judiciaires à une recherche également contextuelle. Et je pense que vous y gagnerez beaucoup dans la mesure où, lorsque vous prendrez vos premiers contacts avec vos potentiels témoins, vous prendrez des contacts infiniment plus utiles si vous vous êtes préalablement donc éclairé sur le contexte dans lequel vivent ces témoins. Parce que nous avons eu parfois, ou le procureur a eu parfois à l'audience des surprises avec certains de ces témoins qui, d'évidence, au moment où on les avait interrogés la première fois, n'avaient absolument pas compris ce que l'on attendait exactement d'eux, la façon dont se déroulait une audience, même si on leur explique avant. Je crois que le procureur doit lui aussi commencer par élargir donc son action à cette perception contextuelle. Ces témoins, je pense, n'en seront que mieux éclairés. Je pense également qu'il serait utile au moment où il présente son dossier, puisque c'est d'abord l'accusation qui prend la parole, il ne cite pas immédiatement le premier témoin comme étant un témoin local, mais qu'il cite éventuellement un anthropologue, un spécialiste de sciences sociales, qui fasse partager à la Cour, aux défenses, aux représentants légaux des victimes, qui fasse partager la prise de connaissance contextuelle qu'il a lui-même fait l'effort d'accomplir. En ce qui concerne maintenant les juges anglo-saxons, mes collègues anglo-saxons, il est vrai qu'en théorie, un juge anglo-saxon se veut totalement neutre, se veut arbitre, se situe entre les parties et va écouter ce que les parties vont lui dire. Pour un juge français, c'est quelque chose de totalement déroutant d'arriver à une audience sans avoir de dossier. Et certains de mes collègues collègues de ma chambre, ont été surpris de me voir procéder à la lecture de déclarations prises par le procureur en me disant « Mais non, tu dois arriver à l'audience vierge, ne connaissant absolument rien. C'est aux parties d'édifier le dossier en pleine audience, le procureur en commençant par interroger ses témoins, les défenses contre-interrogeant, les représentants légaux des victimes posant éventuellement des questions, et en sens inverse, interrogatoires principaux des équipes de défense et contre-interrogatoires. L'élaboration du dossier à l'audience me paraît quelque chose, en tout cas, d'extrêmement, oui, c'est ça, de déroutant, dans la mesure où je ne vois pas très bien comment peut se situer le président. Il est vrai que normalement, dans la rigueur d'une présidence anglo-saxonne, le président ne posera pas de questions. Il ne posera pas de questions aux témoins, ne posera pas de questions aux accusés, laissera donc aux parties le soin d'édifier, de construire ce jugement. Bon, pour moi, c'est faire énormément de confiance aux parties, c'est risquer de ne pas d'ailleurs appréhender l'intégralité de ce qu'il faudrait appréhender, et c'est pour cela que j'ai adopté une attitude différente qui a dû surprendre. Il y avait une équipe de défense anglaise qui a dû par moments se demander quel était ce juge de civil law qui adoptait des attitudes totalement surprenantes pour lui, dans cette équipe de défense aussi surprenante que
common law me paraissait par moments déroutante. Pour autant, à la fois, je pense qu'ils se sont habitués à ma manière de présider, et je pense en même temps qu'ils ont compris que si l'on voulait bien appliquer le statut de la Cour, c'est-à-dire le code de procédure pénale de la Cour, il fallait passer par là. Il y a un article dans le fonctionnement de la Chambre de première instance, l'article 64, qui indique que la Chambre peut éventuellement faire produire elle-même tout élément de preuve qui lui paraîtrait nécessaire à la manifestation de la vérité. Comment pourrait-elle prendre l'initiative de faire produire des éléments de preuve ou de citer éventuellement un témoin si elle n'a pas déjà un minimum de connaissance du dossier avant que ne s'ouvrent les débats. Et c'est ce qui nous avait d'ailleurs conduit à citer nous-mêmes le premier témoin. Ce n'est pas le procureur qui a cité le premier témoin, ce ne sont pas les équipes de défense, c'est la Chambre. J'avais souhaité que puisse prendre la parole devant tous les acteurs du procès, la responsable, c'était une femme, des enquêtes que le procureur avait conduites sur place, et nous lui avons simplement demandé de nous exposer comment s'étaient déroulées ces enquêtes, quelle méthode de travail elle avait utilisée, quelles difficultés elle avait rencontrées. Je pense qu'il était bon que d'emblée on sache que des difficultés s'étaient présentées, et il n'y a pas eu de réaction particulière. Si je veux aller jusqu'au bout de votre question à propos de l'éventuelle militance, ce n'est sans doute pas le terme que j'utiliserai. J'utiliserai tout bêtement et tout simplement le terme d'être actif. Voilà. L'idée d'une présidence passive, ce qui n'est pas péjoratif, mais la présidence neutre et en retrait, je ne la supporte pas. La présidence active me paraît nécessaire. Le statut dit qu'il faut veiller, quand on préside une chambre, à ce que le procès se déroule avec équité et avec célérité. Comment un procès pourrait-il se dérouler avec célérité si le président ne s'implique pas totalement dans la préparation et dans le déroulement du procès? Et dans la préparation du procès, là encore, et avec l'aide et les suggestions des assistants dont j'avais la chance de disposer, qui étaient extrêmement compétents, il m'est apparu que je me devais d'examiner les propositions que faisaient et le procureur et les équipes de défense. Que veux-je dire par là? Le procureur a écrit un jour à la Chambre en disant, ben voilà, lorsque les débats commenceront, il me faut 240 heures de temps de parole pour mes interrogatoires principaux, et j'envisage de citer, je crois que c'était 32 témoins. Nous lui avons demandé un délai avant de lui répondre. Nous avions pris, pendant les mois qui précédaient, le temps de lire la plupart des déclarations des témoins qu'il envisageait de citer, et nous lui avons répondu, non, 240 heures nous paraît beaucoup trop, 120 heures devraient suffire. D'autre part, 32 témoins nous paraît trop, 24 devraient suffire, certains nous apparaissent redondants, d'autres ne semblent pas être en mesure d'apporter quelque chose de véritablement utile. Et puis, si vous en êtes d'accord, peut-être pourriez-vous les citer dans un ordre différent qui favoriserait une meilleure démarche pour tenter de découvrir la vérité. Non pas pour tenter de déclarer coupable ou de condamner, non, tenter tout simplement de découvrir la vérité. Les discussions étaient vives, car c'était une première. Normalement, le procureur monte son dossier et le juge attend. Et dans la rigueur, disons, d'une pratique anglo-saxonne, les 240 heures auraient été accordées, peut-être pas utilisées jusqu'au bout, et les 32 témoins auraient été cités. Là, 24 témoins, 120 heures, et les choses se sont, je crois, bien passées et n'ont pas privé le procureur de présenter ce qu'il souhaitait présenter. Et nous avons adopté la même attitude avec les équipes de défense, 2 équipes de défense, 2 accusés, et nous leur avons dit, là, véritablement, pensez-vous qu'il soit impératif que vous citiez tous les 2 le même témoin? Alors on peut organiser l'audience dans des conditions telles que, même si c'est la défense de l'accusé grand A qui a la parole à ce moment-là, la défense de grand B vienne s'intercaler pour procéder à l'interrogatoire de ce même témoin qui en réalité vous est commun. Ne le citez pas 2 fois, car il faudra le faire revenir de RDC. Tout cela
infiniment coûteux. République démocratique du Congo, RDC. Et de la même manière, je pense à l'une des équipes de défense qui se voyait confrontée à des témoins du procureur qui étaient des enfants soldats. L'équipe de défense avait souhaité faire citer et le père et la mère de ces témoins enfants soldats. On a vraiment demandé de s'interroger sur l'absolue nécessité de citer la mère. Car là encore, dans le peu que l'on avait pu découvrir de ce qu'est la mentalité dans cette province un peu éloignée de la République démocratique du Congo, il était peu probable que la mère ait un discours radicalement différent de celui du père. Et les équipes de défense ont accepté. Voilà. Donc, militant, pas forcément être actif, oui. Être dynamique dans la conduite du procès, oui. Et je pense que c'est ce que la Cour devrait tenter de faire dans les années qui viennent. Ne pas opposer les systèmes juridiques, common law, civil law, partir du constat que le statut et le règlement de procédure et de preuve sont quand même très imprégnés de common law, même s'il y a de l'hybridation civil lawyer, essayer de prendre le meilleur des deux, et puis, bon, dans la mesure du possible, tenter d'un commun accord d'utiliser tous les moyens procéduraux qui permettent de gagner en efficacité. Car je crois que l'on soit anglo-saxon, que l'on soit civil lawyer, le constat d'une cour qui ne décolle pas assez vite est un constat unanimement partagé, donc il est indispensable de trouver les meilleurs moyens. Je suis très heureux. Pardonnez-moi, il ne faut pas me mettre sur ces sujets-là, je peux être intéressant.